Aujourd'hui, je vais te parler du marché du camping-car, de ce que les gens recherchent aujourd'hui dans le camping-car, dans quel budget, quelle utilisation et les difficultés donc qu'on rencontre quand on est acheteur mais également vendeur. Vous avez été nombreux à m'interpeller sur ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est pas ce que je vais te présenter, mais ça y ressemble beaucoup. Là, en fait, ici, tu as besoin d'un emplacement double DIN. Il existe également simple DIN pour pouvoir avoir un écran, mais l'écran, tu vois, il te cache un peu les boutons. Tu es obligé de relever l'écran, de le baisser. C'est pas mal, mais il y a mieux que ça. Et je vais te montrer ça tout de suite. Une notice. Alors là, c'est du 9 pouces, mais tu peux avoir du 7 pouces, tu vois. Donc c'est une jolie tablette un petit peu épaisse. La petite radiocommande, la télécommande même, que tu viens accrocher sur ton volant, tu vois, avec une sangle, pour pouvoir diriger le kit main libre, etc. Parce que oui, ça te fait kit main libre et également, hein, puisque c'est exactement comme ça, par exemple. Hein. Sauf que là, tu veux y brancher des enceintes, tu peux l'utiliser, c'est un autoradio en fait. Hein. Si tu veux pas faire de trous sur ton tableau de bord, tu as une ventouse et tu peux régler ensuite l'inclinaison comme tu veux, tu vois. Ça vient se ventouser, c'est des ventouses qui sont très puissantes. Donc ça t'évite de faire des trous tout simplement. Si au contraire, tu décides de... Alors bon, il y a le chargeur allume-cigare, un petit cordon, tu vois, pour pouvoir... brancher un appareil dessus, comme par exemple ton téléphone ou je ne sais quoi. Hein. Enfin, le téléphone, de toute façon, là, il faut qu'il se fixe en Bluetooth. Hein. Fixation, donc, autocollante, tu vois, avec du double face. Si tu veux le coller sur ton tableau de bord, hein, ça, tu peux le coller sur le tableau de bord. Un pad, ça, c'est pour coller ça. Si toutefois, tu veux le ventouser sur ton tableau de bord et que ton tableau de bord, il est un peu rugueux, et ben tu as cette petite pièce qui vient se coller dessus. Et ensuite, ta ventouse, elle va adhérer comme si c'était une vitre. Les notices, hein, bien sûr. Hein, les notices. Toute la connectique est là sur le côté, tu vois. Tu as même la place pour une carte mémoire. Tu as toute la connectique pour pouvoir brancher ce que tu veux. Une enceinte connectée, par exemple, sur ce système. Pour l'essai, je l'ai branché sur mon camion, sur ma voiture, je veux dire. Je l'ai branché sur ma voiture. Tu vois, le cordon, la prise allume-cigare est ici. J'ai raccordé... avec une prise mini jack qui est fournie avec, hein, sur la prise audio, pour que ça sorte par les haut-parleurs. Donc, par mon autoradio, en fait, je peux régler le son, etc. si je veux. Hein. Alors, si je l'avais pas, il y a une enceinte à l'arrière qui fait le son également. Hein. Il y a une enceinte qui pousse assez fort quand même, hein, pour un petit appareil comme ça. Donc, on va mettre... Alors voilà, tu vois, au moment où ça s'allume automatiquement, puisqu'il est branché. Il se connecte automatiquement sur mon téléphone. Est-ce que j'ai pris mon téléphone avec? Non. Le téléphone sur moi, comme il est jumelé, eh bien tu vois, il se connecte automatiquement au téléphone. Si je reviens sur l'écran d'accueil, ben, l'écran d'accueil c'est ça. Tu peux fonctionner avec l'iPhone ou avec un Android. Tu vois, ça c'est l'Android. Il y a également une télécommande, tu vois, où on peut régler le volume, on peut passer de musique, on peut changer de musique, on peut répondre au téléphone directement, on peut demander par exemple en appuyant sur ce petit bouton appelle-moi telle personne et il va fouiller dans ton répertoire comme le téléphone, il va fouiller dans ton répertoire, il va appeler automatiquement la personne que tu auras demandé. Donc si tu veux accéder, voilà, ça accède au téléphone. Donc là on a Maps, Google Maps. Moi j'ai installé par exemple sur mon téléphone Waze. Si je clique ici, je vais avoir Waze. Voilà, si je clique ici, eh bien j'ai ma musique, donc, parce que je suis abonné à YouTube Musique, je vais avoir ma musique. Hein. Alors je peux gérer les commandes ici aussi, bien sûr. C'est tactile. C'est le son de la voiture, grosso modo, hein, en fait. Hein. Mais la liaison, elle est bonne, hein, parce que auparavant, avant d'avoir ça, je connectais mon téléphone directement sur la prise audio, j'avais pas du tout le même son. Hein. Là, c'est vrai que
je sais quelle heure il est, je sais ce qui me reste en batterie, je sais si j'ai du réseau. Au niveau de ce que tu as comme application, c'est des applications que tu as téléchargées dans ton téléphone. Des applications qui sont compatibles avec la version CarPlay, donc Android. Ce sera la même chose avec un iPhone, ce sera exactement pareil. Donc là, si par exemple je décidais de poser ça dans mon camping-car, je pourrais charger par exemple 6J, que je pourrais charger n'importe quel logiciel GPS avec les dimensions du véhicule, et elle serait donc en liaison avec mon téléphone, et j'aurais toutes les commandes ici sur l'écran. C'est plutôt super pratique. Le gros avantage, c'est qu'en plus tu as le main libre. Ça veut dire que tu peux téléphoner sans toucher à ton téléphone. Comme si j'avais une installation dans la voiture d'origine. Alors je sais, sur les voitures, souvent on a les écrans et on l'a ça maintenant. Il n'y a que sur les anciennes voitures qu'on n'a pas les gestions téléphoniques et tout ça. Mais sur un camping-car, c'est pas tout le temps qu'on a un écran comme ça. Souvent on a un écran pour le GPS, on a un écran pour la caméra de recul. Ça gère également la caméra de recul, éventuellement. On a ici sur le système de gestion, connecter une caméra Bluetooth par exemple, on peut mettre la carte, alors c'est la petite carte micro SD qu'on va mettre sur le côté, qui va nous permettre de prendre les informations ou de lire de la musique. On peut y connecter une clé USB avec de la musique également. Donc là par exemple, je peux changer de station, je peux trouver les stations, ça fait la radio également. Un auto, ça c'est quand tu veux le lier autrement que par le Wi-Fi, tu veux le lier avec un câble, c'est possible aussi. Donc l'équaliseur, là, ça te permet de régler le son comme tu le souhaites. Moi je l'ai mis sur standard, mais tu peux tout à fait régler le son comme tu le souhaites en changeant les ambiances sonores. Le Bluetooth ne se connecte pas quand on est connecté à Android. Alors, au niveau de la caméra de recul, c'est ici. On a une fonction, voilà. Parkline, réglage de la parkline, rétroviseur, caméra arrière, tu vois. On peut brancher une caméra et avoir la rétrovision derrière. Voilà. Donc le tarif, si tu optes pour le 9 pouces comme celui-ci, c'est 269,99 €. Le lien est ici, tu auras un code promo également, logiquement. Si j'ai une promo, tu auras le code promo ici. En cliquant sur mon lien et avec ce code, voilà. Et si tu veux la version 7 pouces, la version plus petite, je trouve que le 9 pouces va bien, mais pourquoi pas un 7 pouces? Le 7 pouces vaut 189,99 €. Je trouve que c'est plutôt bon marché, c'est pas excessif. Le mien, aujourd'hui, il vaut quasiment 600 €, celui que j'ai dans le camping-car. Alors par contre, lui, il rentre dans le logement de l'autoradio, donc on est obligé d'enlever l'autoradio pour pouvoir le monter. Alors que celui-ci, tu le mets sur ton pare-brise, tu vois, moi je l'ai ventousé, tu peux coller le support, et voilà quoi, et puis tu peux en profiter, tu peux l'enlever de là, tu peux le mettre dans ton camping-car, tu peux le transporter où tu veux le mettre sur ta mobilette, je sais pas si ça va marcher parce que t'as pas de quoi l'accrocher, mais bon, tu pourrais le mettre sur une mobilette si tu veux. Voilà la famille. Pour commencer, donc on va parler des prix du neuf. Est-ce que l'argument il n'y a pas de stock, produit à la commande, ça tient toujours? Je pense que non. Je pense que ce qui est véhiculé et la situation d'urgence à commander un camping-car rapidement pour l'avoir le plus vite possible, ça tient plus ça en fait. Et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Le truc c'est que il y a des camping-cars qui sont en commande. Quand tu es concessionnaire, tu prévois tes commandes pour l'année. Et ensuite tes commandes elles arrivent. Logiquement, si on écoute ce qui est dit, tout est déjà vendu depuis perpète. Sauf que sur les annonces, tu vois des camping-cars prix en baisse, neuf, 2023, 5 km, à quelquefois 10 000, 12 000 € en dessous du prix catalogue. Ça veut dire que si vraiment ils avaient une demande à ce point, déjà ils n'auraient pas besoin de mettre des annonces. Et le deuxième point, c'est que si la demande était telle, ils ne descendraient pas le prix non plus. Je pense qu'il y a eu une augmentation qui est énorme, vraiment énorme, au niveau du camping-car neuf. Et les gens ne l'acceptent pas forcément. Il est clair qu'il y a des budgets sur lesquels ça ne fera pas reculer. On a parlé notamment dernièrement d'un Niesman qui prend je ne sais plus combien
C'est là où il y a le plus d'augmentation, hein. Et c'est là où les augmentations sont les mieux acceptées. Je pense que ceux qui achètent du camping-car qui dépasse 200 000 euros, la décision elle ne va pas se faire à 30 ou 40 000 euros près. Et ça, on en a bien conscience au niveau de la manière de décider les tarifs, c'est qu'aujourd'hui, ces augmentations-là, elles sont, je dirais, presque abusives. Abusives parce que les gens qui sont en face sont prêts à payer cette augmentation. Et c'est ça qui est calculé. En fait, on a une production annuelle, on a une quantité de clients, et cette quantité de clients, elle est prête à accepter une augmentation modérée, mais on va l'exagérer un peu cette augmentation, parce qu'on sait que de toute façon on ne pourra pas donner un camping-car, on ne pourra pas en vendre à tout le monde. Donc on gère une augmentation pour conserver une partie des clients et pour vendre toute sa production. Voilà. Si vraiment il n'y avait personne qui était prêt à payer le surplus, bah à ce moment-là, il descendrait les prix. Je pense que c'est un petit peu comme ça que c'est fait en fait. Ce qui fait qu'il y a des marques, des grandes marques de camping-car de luxe qui, oui, mettent 80 000 balles. Un camping-car qui était au prix catalogue à 200 000, il va passer à 280. Il n'y a pas de problème, ça passera. On peut le voir un petit peu dans des grandes marques, hein, Frankia, Niesman, Concorde, Morello, tous ces marques haut de gamme ont subi une augmentation qui est largement supérieur au camping-car d'entrée de gamme. Aujourd'hui, un camping-car d'entrée de gamme, eh ben, il a sauté de 65 000, on va dire, hein, en moyenne, hein, un camping. Alors c'est difficile, on va pas vraiment donner une moyenne parce que le camping-car, tu peux avoir un intégral, tu peux avoir un profilé, c'est difficile. Mais je dirais que pour un tarif moyen de 65 000 euros, ce que les gens étaient prêts à acheter auparavant avec un crédit, ben aujourd'hui il faut débourser 85 000. Bon là on a pris 20 000 euros dans les fesses, ce qui est énorme. Et j'ai notamment en ce moment, je suis en discussion avec quelqu'un qui vient d'acheter un camping-car et puis qui malheureusement ne peut pas s'en servir. Il a 1600 km. Et bien en le proposant au prix de l'occasion, hein, et en tenant compte du nouveau tarif, on serait placé. Hein, je dirais que voilà, tu vas vendre un camping-car à 80 000 par exemple, il vaut 92 000 ou 91 000 sur le marché, ben oui, il a 1600 km, ça passe. Si par contre un véhicule qui vaut 96 000 est déjà bradé à 86 000, comment tu fais toi pour vendre ton occasion, tu vois, en tenant compte bien sûr du nouveau tarif. Après les gens qui viennent de l'acheter, qui l'ont acheté cette année et qui décident de revendre la même année, si à côté de ça on leur a vendu le véhicule en disant qu'il n'y en aurait pas et puis qu'au final ils se rendent compte qu'il y en a sur le marché et qui sont moins chers que le prix catalogue, bah ils ont été un petit peu trompés, on va dire, hein. Et ensuite s'il y avait à vendre dans l'urgence, ben oui, ils feront pas de plus-value, au contraire, hein. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est juste pour vous remettre les choses en place et vous dire attention, en ce moment il n'y a pas urgence, hein. On est en pleine saison, mais je pense pas que ça parte comme on le dit. Voilà. Hein, je pense qu'aujourd'hui tu peux négocier chez un concessionnaire, tu peux être à la recherche du véhicule que tu voudrais sur le marché du neuf, avec un prix un concessionnaire, quand le véhicule arrive, s'il n'est pas vendu, il ne faut pas que ça dépasse 2-3 mois, hein, parce qu'ensuite, en fait, il a un crédit stock, c'est pour ça d'ailleurs qu'il contracte des financements, c'est que ce financement, ils ont une forme de commission sur le financement qui les aide à financer leur stock, en fait. Mais au bout d'un certain temps, bah, ils payent des agios. Hein, et c'est pas intéressant de garder un véhicule trop longtemps, hein. Moi quand j'étais dans la moto, c'était un peu ce système. Donc il y avait un moment où tu avais un calcul à faire. Est-ce que je garde le véhicule, je paye des agios, ou est-ce qu'au contraire je descends le prix du véhicule pour me débarrasser de ce stock, sachant que je vais avoir du stock qui va continuer à rentrer, puisque tu es obligé de t'engager, hein, vis-à-vis d'un constructeur, tu es obligé de t'engager sur une quantité, tu peux pas les annuler les véhicules. Cette situation fait que sur le marché de l'occasion très récent, ben, c'est plus compliqué.
Tu vois, c'est moins évident qu'il y a quelques mois ou que l'année dernière. Ça colle un petit peu plus, je dirais. Ça part pas comme ça, comme c'était le cas il y a quelques temps. Et ça se répercute sur tout le marché de l'occasion, en descendant sur des véhicules qui ont 3, 4 ans, 5 ans ensuite. Eh bien oui, c'est pas aussi évident à vendre non plus. Et on se rend compte que si vous suivez les annonces sur le Bon Coin, on se rend compte qu'il y a des véhicules qui collent et qui sortent pas. Et quelquefois, tu as une flèche, même prix en baisse, parce que là, le Bon Coin indique le prix en baisse. Et du coup, tu vois que, oui, ils ont dû descendre leur prix parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Et ça, c'est valable aussi sur le neuf, puisqu'il y a des gens qui exposent aujourd'hui des véhicules neufs sur le Bon Coin en leur indiquant 5 km parce qu'ils les ont en stock et ils n'ont personne, en fait. Ça, c'est le point, c'est pas le sujet de la conversation, mais c'est pour te donner un petit peu la tendance. Il y a quand même, dans ce marché de l'occasion, des véhicules enfin des véhicules, une tranche de prix qui garde le bon cap. C'est les moins de 30 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent un camping-car dans des revenus modestes, et quelquefois moins modestes, ne veulent pas dépasser 30 000. Et ça, vous êtes hyper nombreux à me demander de l'aide pour un véhicule de moins de 30 000. Parce qu'il est clair que si tu as 30 000 et que tu cherches un véhicule, il y en a, ils cherchent depuis un an et ils ne l'ont toujours pas trouvé. C'est très compliqué. En fait, tu as un marché qui est rétréci à ce niveau-là. On ne peut pas dire qu'il y ait énormément de véhicules à moins de 30 000 et les véhicules qui sont à moins de 30 000 pour moi sont surévalués par rapport à l'État souvent. Ce qui veut dire que c'est presque une loterie aujourd'hui de trouver un véhicule à moins de 30 000 qui tienne la route. On va dire que tu en as très peu. Alors avant, j'en ai parlé il y a peut-être presque 2 ans maintenant, c'était les moins de 15 000. Et bien aujourd'hui, c'est les moins de 30 000. Voilà. On retrouve globalement ce qu'on pouvait trouver à 15-18 000. Aujourd'hui, on le retrouve à 30 000 euros, 25-30 000 euros. Ce qui fait que il est fréquent de voir des véhicules qui sont de 2001, 2000 et qui frisent avec les 30 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait le camping-car de Eva, qui avait 100 000 km, oui, on pourrait en demander dans les 28 000, on va dire. Parce qu'il est en bon état. Il était sain, le véhicule. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas en bon état, malheureusement. Alors, comment ça se passe? Au moment où tu cherches ton véhicule, ton camping-car, tu vas faire les annonces et tu vas chercher tout ce qui est à moins de 30 000. Et de là, il y a certainement des véhicules qui vont se détacher et tu vas avoir envie de concrétiser, ou d'aller visiter. Donc la plupart du temps, tu vas visiter, c'est pas autour de chez toi. C'est assez rare que ce soit autour de chez toi. Moins de 30 000, il faut faire des kilomètres. Donc tu vas prévoir le déplacement, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps. Et sur place, tu vas te rendre compte que le vendeur ne t'a pas tout dit. Mais tu t'es déplacé, tu as fait une avance de temps et tout, et ça t'ennuie quand même de ne pas revenir avec le véhicule. Donc ça déjà, c'est la première erreur. Il faut faire abstraction des kilomètres que tu as fait. Voilà. Et il faut regarder le véhicule comme s'il était à côté de chez toi. Parce que si tu te dis oui mais j'ai fait des kilomètres, donc tu vas être un peu plus complaisant avec les problèmes. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'euphorie. L'euphorie au moment où tu vas voir ce véhicule, parce que il y a des véhicules qui sont super propres, qui ont une apparence super propre, mais malgré tout qui ont des problèmes. Et là, toi tu vas voir la manière dont c'est configuré, tu vas voir qu'il est passé au contrôle technique, tu vas voir qu'il a un bon moteur, il a une bonne mécanique, il a fait la distrib, tout ça, et tout le reste, pour toi, c'est comme si tu achetais une voiture, en fait. Et ça, c'est la deuxième erreur, et c'est une très très grosse erreur. Il faut déjà, je pense, se fier à ta première impression, aussi. Souvent, on a tendance à transformer la réalité. Donc, quelquefois, on a une impression au moment où on arrive quelque part, et cette impression, elle nous fait douter. Et ça, on l'écarte. Au moment où on a commencé à regarder tout, on se rassure et on écarte cette impression. Il faut la garder en tête. Il faut être très vigilant sur la sensation qu'on a au moment où on arrive. Il faut vraiment être à l'écoute de ça et la garder tout au long de la visite.
passer c'est la découverte, passer voilà, t'as découvert, c'est souvent ce qu'on fait en premier, c'est qu'on découvre l'intérieur, on découvre la configuration, toi c'est exactement ce qu'il nous faut, tu es déjà en train de te masturber le cerveau pour te donner l'envie de l'acheter, hein, et c'est encore une erreur. Ensuite, on peut se laisser éblouir par le rafraîchissement d'un véhicule. Donc souvent il y en a qui remplacent le lino, ils remplacent le revêtement de sol, ils refont le plafond. Ils mettent un revêtement sur le plafond, ils refont toute la douche, hein. Ils en mettent un espèce un cache-misère quelquefois, souvent, hein. Ils ont fait une étanchéité préventive sur le toit, tout un tas de trucs comme ça, hein. Pareil, tu te penches en dessous du véhicule et tu te rends compte qu'il est fraîchement blacksonné. Toutes ces petites choses-là, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Au moment où tu décides de faire une étanchéité préventive sur ton toit, donc tu as mis toute une couche d'étanchéité, il est assez rare que tu l'aies fait sans raison. Alors ça peut être quelquefois la peur, parce que tu as entendu dans des vidéos que ça peut arriver, mais c'est souvent parce que c'est arrivé déjà. Au moment où tu as un revêtement sur le plafond, tu as mis un revêtement sur le plafond parce que il y avait un problème d'infiltration qui était apparent, en fait. Donc tu t'es mis un revêtement sur le plafond, tu as mis un revêtement au sol parce que peut-être le plancher n'était pas en super état. C'est tous ces petits problèmes et ces petits indicateurs qui peuvent faire un avantage et qui sont en réalité peut-être un inconvénient. Une douche, par exemple. Il y a de nombreuses douches qui laissent passer l'eau, hein. Ça arrive très régulièrement. Les bacs à douche ne sont pas assez costauds. Je peux t'en parler, hein. Moi j'ai refait mon bac à douche. Au moment où ce problème apparaît, quelquefois, on continue à prendre la douche, tu vois. On continue à s'en servir et puis on verra ça plus tard. On répare pas ce qu'il y a. On met pas. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai eu les premières fissures, j'ai tout de suite passé une pâte en 2 composants pour boucher et pour éviter que ça traverse. Parce que si ça traverse, ça vient dans des endroits non apparents et ça va me pourrir le véhicule. Bon, ça c'est pas fait. Donc, ce qu'on fait, on répare pour que le bac à douche soit propre. Et puis qu'au moment où toi tu le vois, tu vas dire ah ouais c'est ok, le bon bac à douche a été refait, mais on ne fait pas les choses en profondeur. Et là, il y a des jeunes en ce moment, hein, qui ont, je sais plus comment elle s'appelle leur chaîne, mais qui ont acheté un mobile Veta et ils en font les frais en fait, hein. Il était impeccable extérieur et puis finalement il est vérolé mais de partout le véhicule, hein. Tout le tour du véhicule, l'arrière et tout, enfin. Il y a un boulot de dingue et je suis même pas certain que tu arrives complètement à refaire un véhicule comme ça en fait. C'est presque un véhicule, c'est le travail à envisager sur un véhicule comme ça, il est disproportionné si tu veux bien le faire. Si tu veux faire un cache-misère pour pouvoir rouler un peu et puis t'en servir, oui là c'est plutôt facile. Si par contre tu as vraiment l'ambition de remettre ton véhicule à flot et de le rendre impeccable, c'est presque une reconstruction qu'il faut faire. Ce que tu vois au moment où tu as une manifestation directe, tu vas commencer à te servir de ton véhicule, tu vas pas le voir tout de suite tout ça, hein, tu vas le voir à l'utilisation. Et au moment où tu commences à ouvrir ce qui est pourri, le petit endroit, la petite chose qui traverse en fait, derrière c'est un iceberg, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est énorme en fait, hein. On peut même pas se rendre compte, une petite infiltration de rien qui commence à apparaître à l'intérieur du véhicule, dans la structure, c'est une catastrophe, hein. Voilà. C'est comme si tu as un petit bouton et que derrière c'est tout pourri, quoi. C'est pareil, hein. C'est comme une banane, hein. Une banane, tu vas avoir peut-être la peau de banane, il va être commencer à être un petit peu, ou un fruit, tu vas commencer à revoir la moisissure ou la pourrissure qui apparaît. Au moment où tu l'ouvres, il est tout pourri à l'intérieur. Bon, voilà. Ça, c'est le gros point noir des véhicules bas prix. Bas prix aujourd'hui, on peut dire que moins de 30 000 euros, c'est bas prix. C'est malheureux de le voir comme ça, mais c'est un peu ça, et c'est un peu, il y en a qui vont me dire mais t'es fou, mais c'est un petit peu ça malheureusement. Et quelquefois même quand tu te fais aider, il y a des gens qui viennent t'aider à acheter un véhicule, ils se plantent aussi, tu vois, ça arrive aussi. Donc, ou ils se plantent, ou alors ils le font parce qu'ils s'en foutent. Donc c'est
très très compliqué. Voilà, ça je voulais vraiment vous refaire une petite piqûre de rappel, parce que quand on met 30 000 euros, c'est qu'on n'a pas 40 ou 50. Hein. On met 30 000 euros parce que voilà, c'est ce qu'on peut mettre au maximum. Et quand au moment où tu récupères ton véhicule, tu te rends compte que avec le temps que c'est tout pourri, t'as mis 30 000 dans rien du tout en fait. Si t'es pas bricoleur, si t'es pas prêt à passer des mois à remettre ton véhicule à flot, t'as perdu 30 000 balles, on va dire, hein, clairement. Hein. Pour tous ceux qui se lancent dans l'achat d'un véhicule de moins de 30 000 euros, je fais une généralité, mais il y a des exceptions quand même, eh bien vous pouvez vous préparer à un exercice assez compliqué. Gardez la tête froide, soyez très vigilant, très vigilant sur ce que vous allez acheter. Tout compte, hein, tout compte. Le contact que vous allez avoir avec la personne, le ressenti, les hésitations quand il va te répondre, le temps, de combien de temps il l'a, mais même quelquefois, tu sais, il peut y avoir, la personne peut avoir son véhicule depuis 10 ans ou 15 ans sans savoir vraiment ce qu'il y a dessous, hein, sans savoir comment ça se passe, tu vois, dans son véhicule. Il peut y avoir de gros problèmes, de grosses avaries et il ne sait pas. Pour résumer, donc, quand tu achètes un véhicule de moins de 30 000 euros, tu es dans le cœur du marché, tu es dans le véhicule, le camping-car le plus recherché sur le marché. Et aujourd'hui, des gens qui disent moi je veux voyager, et ça j'en ai, moi qui me contactent, hein, je veux voyager, on veut faire un tour d'Europe ou on veut partir à l'aventure et on a 30 000. Voilà, et on cherche un véhicule capable de nous emmener à l'autre bout du monde. Non, je vais te dire non. Je vais te dire là, tu es en train de rêver en fait. Voilà, tu es en train de rêver éveillé. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule comme ça, ils sont pas nombreux. Partir en famille avec un camping-car, tiennent le coup, il faut un camping-car qui ait un vrai châssis, pas un châssis Alco, pas un châssis d'origine, il faut un châssis type Iveco, voire Mercedes, hein, et un vrai châssis de camion en fait, hein, un châssis de petit camion Ben, tu vois, par exemple. Là oui, ça tient le coup. Le reste c'est du carton-pâte, hein, pour aller franchir, passer dans des pistes et tout, c'est du carton-pâte, donc ça faut l'éviter. Les mises en garde que je peux te faire, parce que je sais qu'il y en a de nombreux qui se font encore avoir aujourd'hui, alors c'est pas forcément volontaire, hein. Les gens qui vendent ne sont pas toujours au courant. Où ça devient volontaire, c'est quand on est allé voir le véhicule, qu'on leur a dit ce qu'il y avait et puis qu'ils continuent à essayer de trouver un acquéreur. Là ça devient l'escroquerie, hein. Mais à partir du moment où tu n'es pas au courant, hein, c'est pas ta faute. Il faut que l'acquéreur soit beaucoup plus vigilant sur l'achat et qu'il passe vraiment par une procédure, un passage obligatoire de chaque point à regarder avant de mettre d'accord sur un prix et avant d'acheter. C'est vrai que c'est quelquefois difficile de se dire qu'on s'est déplacé pour rien, mais il vaut mieux s'être déplacé pour rien que d'acheter un truc pourri. Voilà, un truc que tu vas regretter ensuite et pour lequel tu auras donné ton argent pour rien en fait, hein. Tu vas pouvoir t'en servir, mais tu ne le revendras plus jamais. Il va rester dans l'état où il est, ou alors il va falloir que tu te relèves les manches et que tu passes des mois à le remettre à niveau avec un besoin de compétences certain en plus, hein. Parce que ça s'improvise pas, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. J'ai envie de dire, je préfère avoir un moteur fatigué, je préfère avoir des ennuis mécaniques que d'avoir des ennuis de cellules, hein. Franchement, il faut être vraiment beaucoup plus vigilant sur la structure du véhicule que sur sa mécanique. Sa mécanique, c'est des détails qui, même si c'est quelquefois coûteux, ça se répare, hein. Un embrayage, une boîte qui craque, un moteur fatigué. Je préfère changer le moteur que d'avoir à refaire la cellule, en clair, hein. Voilà le problème, hein. C'est pour ça que souvent, même un véhicule qui a 250 000 ou 300 000 km, si toute la structure, toute la cellule est en bon état, je préfère avoir ça que d'avoir un véhicule où la mécanique a 30 000, 35 000 ou 70 000 km et d'avoir derrière des infiltrations, des fuites, des problèmes que tu n'as pas vus à l'achat, tu vois. C'est plus important. Tu achètes un camping-car, tu n'achètes pas une voiture, c'est plus important la cellule, la structure que la mécanique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, pour commencer à avoir un minimum de
de sécurité, hein, de commencer à rencontrer moins de nanars en fait, hein, pour commencer à te dire, là je vais faire des visites, mais il y en aura moins en proportion qui auront des problèmes. Ben, il faut commencer à passer les 45 000 euros, tu vois. Autour de 45 000, ça commence à être un peu plus sécure, je dirais, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter les yeux fermés, mais tu as moins de vérole, tu as moins de nanars. Hein. Ça dépend des marques, mais en principe, tu as moins de problèmes. Et encore une fois, alors je vais en terminer par là, si tu as 30 000 euros, bah, tu commences à chercher à 38. Voilà. Parce que là, tu vas peut-être avoir des gens qui mettent leur véhicule. Quelqu'un qui met un prix assez élevé, c'est quand même quelqu'un qui est relativement sûr de son véhicule, mais tu as quand même une possibilité de négocier ensuite. Hein. Et pour arriver à faire descendre le prix dans ton budget, tu vois. Si tu cherches à 30 000, oui, peut-être que tu vas pouvoir le payer 25, 24, mais peut-être que non. Peut-être que dans ta tête, tu as 30 000, donc tu vas y aller. Tu te dis, il y a urgence, c'est difficile, donc je vais le payer 30 000. Et puis peut-être que lui, à 30 000, ben, quand il met son prix à 30 000, il a toute une ribambelle de gens qui sont prêts à venir le voir. Bon courage, en tout cas. si tu cherches dans ces tarifs-là, je te souhaite un bon courage, parce que c'est très compliqué. Alors la semaine dernière, je t'ai présenté ce véhicule. On a attendu, ben voilà, le temps entre ces deux vidéos, donc, et son propriétaire me dit, je veux le vendre ce véhicule. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a, au moment où les personnes me contactent pour vendre un véhicule, moi je leur donne la tendance, hein. Ça veut dire que il est clair qu'un véhicule sur lequel tu as un 2 devant, voilà, plus de 200 000 euros, c'est une somme en fait. Et c'est vrai qu'à 200 000 euros, bah, tu peux aller chez un concessionnaire et t'acheter un véhicule neuf qui est déjà correct. Alors c'est sûr que tu n'as pas un Niesman Bischoff avec toutes ces options, néanmoins tu peux quand même t'acheter un véhicule neuf. À moins d'avoir vraiment un véhicule qui vaut 5 ou 600 000 euros, hein, comme les Concorde ou Morello, ben c'est un peu compliqué. Hein, en fait, on est sur un véhicule avec un gabarit qui est relativement modéré par rapport à un Morello. On ne rentre pas sa voiture dedans, bien qu'il y ait un grand garage. Et du coup, c'est vrai que sur le marché de l'occasion, on est un peu en concurrence. On pourrait presque s'offrir un Morello dans lequel on rentre une voiture. Certes, il ne serait pas de la même année, puisque là, on est sur un véhicule de 2020, et pour le même prix, bah, tu aurais un Morello ou un Concorde de 2010, on va dire, à peu près, 2009, 2010, avec garage, hein. Mais malgré tout, ça laisse quand même quelques questions, hein. Alors il y a eu notamment des commentaires sous cette vidéo où on n'avait pas le WC nautique, par exemple. Il y a des gens, le WC nautique, c'est excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça, hein, ça correspond bien au WC. C'est un peu chiant d'aller vider ton WC nautique quelquefois, tu vois. Il faut un tuyau, il faut aller le vider. Une cassette, tu la prends, tu la vides. Donc il y a des choix qui sont faits quelquefois. C'est plus pratique d'avoir une cassette qu'un WC nautique, par exemple. Ça dépend de la configuration de ton ménage, mais tu peux tout à fait faire monter un WC nautique si tu le souhaites, hein. Le véhicule, il est construit avec un WC comme ça, mais tu peux avoir un WC nautique. C'est quasiment le même, il est prévu pour, de toute façon. Au niveau de la clim, c'est pareil. Pourquoi ne pas mettre une clim ? Pourquoi avoir choisi de ne pas mettre la clim sur ce véhicule ? Ben, ne pas avoir choisi la clim parce que tout simplement on est allergique à la clim. Alors il est vrai que dans l'optique de le revendre, moi j'aurais pris la clim. Maintenant tout le prééquipement est fait, il n'y a plus que les clims à ajouter. Le store, c'est pareil. Moi, mon store, il sort quasiment jamais, en fait. Très rarement, en fait. Alors, il y a des gens, ils aiment le store, mais quand tu as un véhicule comme ça, aussi grand, c'est vrai que j'ai rarement vu sur des Morello ou des Concorde et des liners, les stores sortis. C'est plutôt rare. Enfin, ça existe, hein. Toi, tu dois peut-être rouler avec un liner et tu dois te dire, mais si, moi, je sors mon store. Bon, là, son propriétaire avait choisi de ne pas le mettre. Bon. C'est des petites choses qui ont été dites dans les commentaires. Ensuite, au niveau de la vente de ce véhicule, oui, j'ai eu une approche, mais elle n'a pas été concluante, hein. Dans ces prix-là, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup et c'est normal. Suite à tout ça,
On a décidé avec son propriétaire m'a rappelé, il m'a dit écoute, oui, en effet, je pense que on va descendre le prix parce que je veux le vendre en fait. Et là, ils veulent le vendre. Hein. Donc, ils veulent vendre dans un délai assez rapide parce qu'il a changé ses projets tout simplement. Donc, on va mettre ce véhicule en dessous des 200 000. Hein. On va le vendre 199 500 €. Excuse-moi pour les 500 € dans ces montants-là, mais bon, voilà, il faut bien qu'on fasse, hein, c'est déjà une énorme remise par rapport à ce qui était prévu, puisqu'il était à 215 000. Je te rappelle que c'est un véhicule qui vaut 320 000 neuf avec ses options. Voilà. Là c'est un prix, alors on est autour de 33 ou 34 000 km, donc il n'a pas de kilomètres. C'est un véhicule qui est en 210 chevaux, sur un châssis Iveco, il est complètement suspendu sur air, il a les vérins, je te rappelle, tu as la vidéo ici, hein, regarde là, tu verras, dans ces prix-là, bien sûr, c'est une excellente affaire. C'est ici, j'espère qu'on va pouvoir conclure ce véhicule, et puis bah, à toi de jouer si vraiment t'hésitais, si vraiment tu t'es dit ah je l'aurais bien pris mais pour moi il est un peu cher, peut-être qu'en dessous de 200 000 ça peut le faire, même si ça reste encore des tarifs très élevés, hein, il y a des catégories, en fait il y a des camping-cars pour chaque bourse, alors c'est vrai que c'est de plus en plus élevé malheureusement, et il y a des bourses qui ont beaucoup de mal maintenant à atteindre à pouvoir s'acheter quelque chose de correct comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais néanmoins chaque étage, c'est pour ça qu'il y a des gens qui habitent à Paris dans le 16e et puis qu'il y en a d'autres qui habitent en banlieue, hein. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est l'offre et la demande, elle est comme ça, il faut pas, je sais qu'il y a des gens que ça énerve, mais bon, voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Il y a des gens qui ont plus de moyens, il y en a d'autres qui ont des priorités, hein. Il y a des gens qui ont vendu leur maison pour pouvoir s'acheter un camping-car comme celui-là, il faut respecter ça. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font tourner l'industrie en fait, hein. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Et alors j'ai une dernière chose à te demander. En fait, j'ai eu des commentaires qui me disaient pourquoi ne pas un jour faire une vidéo sur un C25. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur un C25 pour te vendre le C25 parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, hein, clairement. Par contre, si toi tu es possesseur d'un C25 en état, hein, que tu considères en bon état, eh bien, on pourrait faire une vidéo. Hein, ça veut dire qu'on pourrait se rencontrer. Alors bon, je ne vais pas traverser la France hein, pour faire la vidéo, mais si tu n'es pas trop loin et qu'on peut se voir, eh ben, on fera une vidéo sur ton véhicule, tu le verras sur le net, tu pourras nous dire même ce que tu en penses, et puis ça donnera une idée aux personnes qui sont intéressées par ce véhicule sur les choses à vérifier ou pas. Alors il est clair que si ton véhicule a quelques petits problèmes, je serai obligé de les remonter également dans la vidéo. Hein, mais bon, comme tu n'es pas vendeur, de toute façon tu t'en fous. À toi de voir, hein, mais si tu as ce type de véhicule, franchement, je serais très intéressé pour en filmer un et pour le partager à la communauté. De même que si tu as un véhicule à vendre, n'hésite pas à me contacter. Alors, tu sais qu'il y a certaines marques que je suis un peu frileux. Néanmoins, je veux bien jouer le jeu. Hein, si vraiment il y a quelque chose que tu considères en bon état. Par contre, c'est vrai que s'il y a des problèmes, je serai obligé de les relater aussi. Donc, hein, essaie d'être un peu, comment dire, honnête avec toi-même sur ce que tu proposes. Mais voilà, je peux venir le filmer et on peut le proposer à la vente. N'hésite pas, hein, toujours pareil, la même adresse, tu me proposes ton véhicule et on voit ce qu'on peut faire. Voilà, hein. Tu me le proposes sur le mail, tu me mets bien tes coordonnées téléphoniques. Vous êtes trop nombreux à m'envoyer des mails et quand c'est des mails où on doit avoir un contact, c'est bien d'avoir les coordonnées téléphoniques parce que moi je peux t'appeler et on gagne du temps plutôt que j'ai énormément de mal à remonter le retard que j'ai dans les mails. Et je suis sûr que toi, peut-être derrière ton écran, tu m'as envoyé un mail sur lequel je t'ai pas encore répondu parce que justement, je rame complètement, j'ai un énorme retard. J'ai 2 chaînes YouTube, j'ai pas mal de boulot et du coup c'est difficile, hein, les commentaires, les mails, tout le reste. C'est pour ça qu'Instagram je fais pas grand chose parce que ça représente un travail énorme. Cette semaine on n'a pas l'Eva Style parce que Eva n'est pas là aujourd'hui, je suis avec mon fils, j'ai passé la semaine avec mon fils ici et Eva n'arrivera que ce dimanche, hein. À l'heure où je te parle, elle arrive.
peut-être, mais avec des guillemets, on fera un live ou ce dimanche soir ou ce lundi soir avec Eva, on verra, en direct d'ici de Charolles. Et en attendant, bah, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à jeudi sur Thunder Truck pour la prochaine vidéo. Et voilà. Ciao, ciao, à tout bientôt.